Bienvenue à ce webinaire d'attaque Planète CSCA qui a pour sujet la gestion des incidents cyber. Donc aujourd'hui, on est deux animateurs pour ce webinaire, Thibaut et moi-même, pour me présenter rapidement. Mais avant de me présenter, je voudrais juste vérifier, est-ce que tout le monde m'entend bien? Impeccable. Donc moi, merci. Moi, c'est Benoît Grouchko. Je suis un des cofondateurs et CEO de Datac. Datac, c'est une agence de souscription spécialisée sur le risque cyber. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Donc Thibaut Carré, je suis directeur cybersécurité chez Inquest, qui est une société qui appartient au groupe Stellian et spécialisée en cybersécurité, et notamment sur les sujets de prévention, mais également d'intervention en cas de réponse à incidents de cybersécurité. Merci Thibaut d'animer le webinaire avec moi. Donc aujourd'hui, on va parler dans un premier temps, faire un rapide état des lieux sur la menace cyber et qu'est-ce que ça représente comme risque aujourd'hui pour les entreprises et les organisations. Ensuite, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de qu'est-ce que c'est un incident cyber, qu'est-ce que ça représente pour l'entreprise et comment est-ce qu'on y remédie, comment ça se passe toute la gestion de crise. Et puis, on pourra en particulier partager quelques retours d'expérience à ce sujet. Et dans un dernier temps, on pourra échanger sur comment l'assurance en particulier peut être une bonne réponse à ce risque. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Le but, c'est que ce soit le plus interactif possible. On essaiera d'y répondre soit dans le flux de la présentation ou alors pendant le temps qui nous restera à la fin. Donc, on va commencer par parler de l'état des lieux de la menace cyber. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, le risque cyber, c'est le risque numéro un pour les entreprises et les organisations. Je pense que on voit tous autour de nous les nouvelles ou alors notre réseau qui est de plus en plus impacté. Et donc, il faut savoir que c'est un risque qui touche toutes les entreprises, des grands groupes, aux ETI, aux PME, aux établissements publics. Donc aujourd'hui, ça touche tout le monde. À Benoît, je me savoir, permets de te couper, il y a l'air d'avoir un problème de son. En fait, il y a plusieurs personnes, désolé de casser le flow. Il y a 3 personnes qui ont indiqué qu'il n'y avait pas de son, donc je ne sais pas si c'est... d'accord. c'est- Alors, n'hésitez pas à passer par l'application ou par un autre navigateur si vous n'arrivez pas à nous entendre. Ouais, il y a des Merci gens pour qui ça pour vos fonctionne. Donc, retours en tout cas. Et voilà, donc si vous voulez utiliser un autre navigateur, par exemple, peut-être que ça résoudra le problème. Désolé pour ce pardon, désagrément. pardon Benoît, je te laisse reprendre. Les joies de l'informatique. Euh, donc voilà, c'est un risque qui touche tout le monde. Et plus concrètement, quand on parle de risque cyber, en fait, il y a ça revêt plusieurs formes. Il y a ça se matérialise de plusieurs façons. En fait, on va définir un incident cyber, une attaque cyber, par une intrusion malveillante dans les systèmes d'information de l'assuré. Concrètement, on parle d'un hacker en fait qui va s'introduire dans les systèmes d'un client pour en fait causer des dégâts. Et donc il y a plusieurs, comment dire, il y a plusieurs manières qu'utilisent les hackers pour rentrer dans les systèmes des clients. Ça peut être d'abord des failles d'origine humaine. Donc en fait, profiter des erreurs des collaborateurs qui vont se faire avoir par un mail de phishing, qui vont cliquer là où il ne faut pas, télécharger quelque chose qu'il ne faut pas, partager des choses qu'il ne faut pas, etc. Ça peut aussi être des failles plus techniques. Donc ça, je pense que vous avez tous reçu des tentatives comme ça de récupération d'informations, hein, que ce soit à titre pro ou à titre perso. Les hackers, ils utilisent aussi beaucoup les technologies
pour s'introduire dans les systèmes des clients. Et donc là, en fait, c'est plus on va dire de la guerre technologique. Ils vont détecter des failles au sein des logiciels utilisés par le client. Ils vont voir qu'il y a des choses qui ne sont pas à jour. Ils vont réussir à rentrer en utilisant une porte, en interceptant des signaux, etc. Donc sans forcément profiter d'erreurs humaines du client, mais juste en profitant de la technologie pour rentrer. Donc pour donner un peu, et on reviendra après sur ce qui se passe, mais en gros pour que vous compreniez un peu par quoi ça démarre. Ensuite, pour parler un petit peu de qu'est-ce que c'est concrètement aujourd'hui, comment ça où on en est aujourd'hui sur le risque cyber. Bon, bah, je pense que vous avez tous vu l'augmentation des attaques ces derniers temps. On parle beaucoup des ransomware, bien sûr. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le principal moyen utilisé par les hackers aujourd'hui pour maximiser l'impact de leurs attaques. En gros, les hackers, c'est simple, hein, c'est des mercenaires. Ce qu'ils cherchent, c'est à extorquer de l'argent aux entreprises. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent dans les systèmes, comme on l'a vu. Et puis ensuite, eh ben, en fait, ils vont tout bloquer. Donc, le système ne fonctionne plus. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent une rançon, ils font du chantage pour essayer de gagner de l'argent. Donc, c'est vraiment ça aujourd'hui le type d'attaque le plus fréquent. Après, ce n'est pas le seul. Il y a d'autres typologies d'attaques. On parle par exemple de vol de données. Ça, c'est quelque chose qui a lieu de plus en plus, notamment dans des secteurs sensibles. Donc là, les hackers, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ne vont pas rentrer et tout bloquer en faisant du chantage avec l'entreprise pour l'empêcher de redémarrer ses systèmes. Ils vont tout simplement rentrer et puis récupérer tout un tas de données confidentielles, compromettantes ou qui peuvent leur permettre de gagner de l'argent pour ensuite en tirer parti. Par exemple, des numéros de carte bleue, des données de santé, des données personnelles, etc. Autre type d'attaque, le DDoS, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Distributed Denial of Service en anglais. En fait, là, tout simplement, ce que vont faire les hackers, c'est que sans forcément réussir à rentrer dans les systèmes du client pour tout bloquer de l'intérieur, ils vont, on va dire, tellement spammer les systèmes qu'ils ne marcheront plus. Imaginez comme si d'un coup, il y a des millions de personnes qui veulent se connecter à un site Internet. Le site Internet, tout simplement, ne fonctionne plus. Et ensuite, ce risque cyber, c'est un risque qui touche aujourd'hui tous les secteurs. Certains sont plus exposés que d'autres. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'exposition varie en fonction des secteurs. Évidemment, il y a le degré de sensibilité. Voilà, par exemple, on a mentionné les services financiers. C'est sûr que les services financiers traitent des flux financiers, des flux monétaires importants. Et donc, si les hackers arrivent à mettre la main là-dessus, ils peuvent réussir à détourner des sommes significatives. Il y a d'autres secteurs comme l'industrie et l'éducation qui sont très touchés également. C'est pas forcément parce que l'industrie en soi est plus exposée, même si, c'est sûr que quand il y a des systèmes de production, etc., quand les systèmes marchent plus, la production marche plus. Mais c'est aussi lié au fait que souvent, les entreprises de ces secteurs-là sont un petit peu moins matures en termes de cybersécurité. Et donc, c'est des proies plus faciles. C'est pareil pour l'éducation ou un autre secteur dont on parle beaucoup, alors parce que c'est très médiatisé, les collectivités. L'éducation, c'est pas forcément la proie la plus juteuse quand on est un hacker. Il n'y a pas des flux financiers très importants, mais souvent, c'est des entreprises qui sont pas très bien protégées et donc qui sont plus faciles à hacker que des boîtes des nouvelles technologies, par exemple, qui ont tous les systèmes dernier cri avec généralement sont bien mieux équipés en termes de cybersécurité. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail de qu'est-ce qui se passe une fois que le hacker est rentré, et puis quels sont les impacts pour l'entreprise. Il y a plusieurs types d'impacts. Voilà, on en parlait, le hacker bloque tout. La première étape, et là on va rentrer beaucoup plus dans le détail après de comment ça fonctionne, c'est de débloquer le système. Et donc, pour débloquer le système, la remédiation est clé. C'est notamment le métier d'Inquest. Et donc, il faut tout remettre en état. Il y a un vrai savoir-faire à ce niveau-là, parce qu'en général, les entreprises
que ce soit leurs salariés en interne ou les prestataires avec lesquels ils travaillent, c'est des personnes qui ne sont pas des experts en résolution d'attaques cyber, qui connaissent pas, qui ne sont pas affûtés sur tous les derniers logiciels de ransomware, toutes les techniques de pointe pour débloquer les problématiques de cybersécurité. C'est en général des profils beaucoup plus généralistes. Et donc là, il y a un besoin d'accompagnement, d'expertise pour remettre à niveau les systèmes informatiques. Et puis, qu'est-ce qui se passe pendant tout le temps où l'entreprise est à l'arrêt? Évidemment, des pertes d'exploitation. Ça représente aujourd'hui la part la plus importante en fait des coûts, des dommages, parce que j'ai pas besoin de vous expliquer comment ça marche. Une entreprise qui est à l'arrêt pendant une semaine, 2 semaines, un mois, il y a une perte d'exploitation qui peut être très conséquente. Et puis, évidemment, il y a tout un enjeu de management, de communication en interne comme en externe, qui va dépendre un petit peu de la nature de l'attaque, des conséquences, etc. Mais qui sont critiques pour gérer au mieux cette crise et sur lesquelles les entreprises ont en général besoin d'être accompagnées. Donc ça, c'est vraiment sur le cœur de la résolution de l'attaque. Après, il y a beaucoup de dommages directs qui vont être engendrés de l'attaque, ou de dommages en général qui vont être générés par l'attaque. Évidemment, s'il y a des données qui ont été compromises, qui ont été effacées par les hackers, qui ont été perdues parce qu'on ne peut pas les récupérer, il faut tout reconstituer. Et ça peut être assez complexe parce qu'il peut y avoir des volumes de données conséquents. Bon, évidemment, il y a un gros enjeu de responsabilité civile parce que ce soit à partir des données qui ont été volées par les hackers ou à cause des interruptions de service engendrées par l'attaque, ça peut engendrer des dommages ou des litiges au titre de l'ARC. Et là, pour prendre des exemples concrets, le plus évident, une boîte de l'informatique, quand elle est hackée, elle ne peut plus proposer son service à ses clients. Donc, il y a un problème. Une industrie qui est à l'arrêt et la production est en panne, si elle avait des engagements vis-à-vis de ses clients par rapport à des niveaux de production, c'est un problème. Des données qui fuitent et il y a des données des clients, ça peut poser un problème aussi. Et le dernier point par rapport à ces sujets de data, c'est tout ce qui concerne les frais de notification. Et donc là, on est plus dans les problématiques de données personnelles. Comme vous savez, il y a le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui est entré en vigueur il y a quelques années et qui a mis un cadre réglementaire beaucoup plus contraignant et restreignant sur les données personnelles. Et donc, quand il y a des données personnelles qui sont compromises, il y a toute une procédure de notification à la CNIL ou aux autorités des autres pays s'il y a des utilisateurs internationaux ou des données internationales qui ont été compromises, et puis aux utilisateurs eux-mêmes, avec des procédures à mettre en place en fonction des impacts de la fuite de données. Dernier grand volet des impacts pour l'entreprise, tout ce qui concerne, on va dire, le détournement et l'extorsion de fonds au sens large. Alors, ce qu'on voit de plus en plus, par exemple, c'est que quand les hackers rentrent, ils vont lancer des appels sur des numéros qui vont être surtaxés énormément, tout simplement pour détourner de l'argent. Ou alors, ils vont réussir à faire en sorte que des virements, des transactions, de l'argent atterrissent au mauvais endroit, en passant par l'intérieur de l'entreprise. Et puis évidemment, il y a la classique demande de rançon, où les entreprises vont essayer d'extorquer de l'argent, les hackers, vont essayer d'extorquer de l'argent aux entreprises, moyennant quoi ils leur permettent peut-être, on ne sait jamais trop, de redémarrer. Donc ça, c'est un petit peu la vue d'ensemble des conséquences pour l'entreprise. Clairement, aujourd'hui, une entreprise qui subit une attaque cyber, c'est un peu comme une maison qui brûle pour un particulier. Il y a tout qui s'arrête, et donc il y a un enjeu à résoudre l'attaque au plus vite pour lui permettre de se relancer dans de bonnes conditions.
et puis couvrir tous les dommages qui peuvent être conséquents qui vont autour. Alors, je vois qu'il y a une question qui est très pertinente sur comment savoir en fait si on a été hacké. Et ben, c'est une très bonne transition sur la deuxième partie de cette présentation, où on va parler un petit peu plus en détail de comment ça fonctionne, la remédiation à une attaque cyber. Donc Thibaut, je te laisse nous expliquer ça un petit peu plus en détail, en commençant par l'identification et la qualification d'une attaque cyber. Merci Benoît. Donc oui, l'idée là, c'est de développer un peu l'organisation en fait finalement quand une entreprise nous contacte parce qu'elle est victime d'une cyberattaque. Je vais essayer de répondre en même temps à la question, mais au pire, on y reviendra peut-être plus en détail à la fin si ce n'était pas assez précis. La première étape, c'est effectivement l'entreprise qui doit elle-même prendre contact avec nous. Hein, donc on est une cellule d'assistance. L'idée, c'est qu'en général, on se rend compte qu'il y a eu une attaque au moment où il y a un impact. Donc Benoît les a détaillés avant, mais globalement, quand on voit que le système, quand on se connecte le matin sur son ordinateur ou sur un serveur, il n'y a plus rien qui fonctionne, ou on a un écran noir, un écran bleu, ou un message, ou quelque chose qui n'est pas normal, bah là, on va se rendre compte qu'il se passe quelque chose. Sur le sujet plus des fraudes, en fait, parfois, alors je vais détailler aussi un peu plus tard là, sur des retours d'expérience, mais parfois, on a payé un client, par exemple, un fournisseur plutôt, ou un client nous a payé, et donc on se rend compte au bout d'un moment que les fonds ne sont pas arrivés au bon endroit, parce que quelqu'un va lever l'alerte en disant il faut une relance de paiement. Et donc là, on se rend compte qu'il y a eu un souci. Pour aller plus dans le détail de comment je peux le détecter, malheureusement, parfois, on ne le détecte pas. Ça, on va le voir aussi, le mode de fonctionnement des pirates. Ça dépend des systèmes de protection et de surveillance que l'on a. Un antivirus, ça a une forme de protection de ce type sur la catégorie des virus. Malheureusement, ça ne protège pas de tout. Donc, chaque menace et chaque outil pirate a son propre outil de détection bien dédié. Et c'est pour ça que la cybersécurité, c'est compliqué parce qu'on empile tout un tas de technologies et d'organisations pour essayer de surveiller toutes les entrées possibles. La première étape, donc je disais, quand une victime nous appelle, c'est de faire ce qu'on appelle, nous, la qualification. L'idée, c'est quoi? C'est de savoir déjà si on a vraiment affaire à une cyberattaque, s'il y a un impact sur le système. Donc ça, c'est forcément les premiers points. Et puis, le deuxième point, c'est de comprendre la gravité de la situation. On ne va pas avoir le même niveau de réponse. Alors, quand je dis réponse, c'est le dispositif qui est mis en place. En fonction de si c'est une entreprise qui nous appelle et qui nous dit, dans le cas du ransomware qu'évoquait Benoît, l'entreprise est complètement bloquée, paralysée, donc là, elle ne peut plus travailler. Donc là, le degré d'urgence est, à notre sens, maximal. Si on a affaire à une tentative de fraude, ça peut être embêtant, mais tout n'est pas bloqué. Voilà, il y a des actions évidemment à prendre. Hein. On ne va pas attendre tranquillement 3 semaines sans rien faire, mais en tout cas, le degré d'urgence est moindre. Donc voilà, l'idée de cette première étape, c'est la qualification de l'incident. Et ensuite, on déploie ce qu'on appelle les mesures d'urgence. Donc les mesures d'urgence, c'est quoi? C'est les toutes premières actions qui sont à faire dans les premières minutes ou dans les premières heures maximum, qui vont permettre de limiter ou de stopper l'attaque. Je donne un exemple. Si une entreprise se rend compte qu'il y a une activité malveillante qui est en cours sur son système, ça arrive, c'est-à-dire que l'impact n'est pas encore maximal, mais on voit qu'il y a un pirate ou quelqu'un en tout cas qui est en train de faire quelque chose qui ne devrait pas être fait, et la mesure d'urgence, ça va être d'isoler le système d'Internet, puisque les pirates sont à l'extérieur et ils utilisent Internet pour se connecter. Donc, grosso modo, je tire le câble Internet. Bon, en l'occurrence, c'est plus on coupe les flux, mais sans rentrer dans le détail, on isole complètement son système d'Internet. Okay, donc ça, c'est vraiment les mesures d'urgence. Je vais faire le parallèle, parce que c'est ce que j'ai pris depuis le début avec la fraude. La mesure d'urgence sur une fraude avérée, ça va être de prévenir sa banque pour essayer de récupérer les fonds. Parce que là, on sait qu'il y a une course contre la montre qui se lance. Ça, c'est la mesure d'urgence. Ensuite, on lance en fait les actions de gestion de la crise. Donc, en fonction de la situation, on va avoir un dispositif adapté à la situation. Et donc là, il va y avoir pas mal de choses à mettre en place.
notamment des différentes expertises qui vont venir, on va dire, s'empiler dans la gestion de la crise. Donc, on parle un peu après d'investigation numérique, comprendre ce qui s'est passé. Je vais rentrer dans le détail juste après. On va avoir des actions juridiques, Benoît en a parlé, RGPD, donc on va avoir un volet très réglementaire et juridique de l'incident qu'il faut mener aussi en parallèle. Il va y avoir potentiellement la communication. Donc la communication, c'est de la communication interne auprès des collaborateurs pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire, pas faire, qu'est-ce qui se passe. Et une communication externe auprès des clients, des fournisseurs, etc. Donc voilà, donc, tout ça, il faut le mettre en place et surtout, il faut l'organiser et le paralléliser pour que tout le monde puisse travailler dans son domaine d'activité. Et donc l'idée, c'est d'avoir une ou plusieurs personnes qui vont chapeauter un peu tout ça pour être le chef d'orchestre de la gestion de la crise. Ensuite, donc, je rentre dans le détail de la partie investigation. Les investigations, c'est quoi? C'est des analyses techniques, okay, qui vont permettre de comprendre ce qui s'est passé. Donc comprendre ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est potentiellement trouver le point d'entrée utilisé par le pirate. Donc ça peut être un mot de passe qui a été récupéré parce qu'il était trop faible ou parce qu'il a été volé ou quelque chose comme ça, et qui est utilisé pour se connecter à distance. Ça peut être une vulnérabilité sur un système. Donc on sait que les systèmes, il y a des mises à jour à faire, et quand on ne fait pas les mises à jour, parfois ça laisse des portes ouvertes en fait, avec des vulnérabilités, ce que les pirates utilisent beaucoup. Ça peut être tout un tas de choses comme ça. Alors, on a parlé effectivement du vecteur humain, hein, les personnes qui cliquent au mauvais endroit ou ouvrent le mauvais mail ou des choses comme ça. Voilà, toutes ces choses-là, l'idée de l'investigation, dans un premier temps, ça va être de le trouver. Pourquoi? Parce qu'on veut comprendre ce qui s'est passé, le cheminement du pirate, et évidemment corriger les éventuelles failles. Ça va être aussi de savoir depuis quand le pirate est dans le système. Il y avait la question de comment puis-je le détecter. Ce que je disais, c'est que parfois, malheureusement, on ne détecte pas quand le pirate est dans le système. On détecte qu'au moment où il y a un impact sur le système. Et typiquement, dans le cas du ransomware, on se rend compte que le pirate, en fonction de la taille du système, est là plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire même parfois beaucoup plus pour des systèmes très importants, avant finalement le chiffrement des données, donc l'impact réel sur le système. Et donc l'idée des investigations, ça va être aussi de découvrir depuis quand le pirate est là, parce que quand on va faire la restauration des systèmes, il faut aller chercher des sauvegardes de ces systèmes qui sont finalement avant la première connexion du pirate, pour s'assurer de boucher tous les trous. Ça va être aussi de trouver des éventuelles recherches des éventuelles fuites de données. Alors les fuites de données, principalement, ça va être lié au mot de passe que pourraient avoir utilisé les pirates pour se connecter au système, mais éventuellement, dans le cas d'exfiltration de données, de scanner un peu le dark web et de voir si les pirates ne s'amusent pas à revendre ces données qui pourraient avoir une valeur aussi à la revente. Ensuite, il y a la partie récupération, restauration des données et des systèmes. Évidemment, on espère toujours qu'il y ait une sauvegarde qui soit existante déjà et qui fonctionne. Okay, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il y a toujours une bonne raison pour que la sauvegarde ne fonctionne pas ou qu'il n'y en ait pas ou quelque chose. Là, j'ai 1000 exemples différents sur pourquoi une sauvegarde n'aurait pas fonctionné ou pourquoi on ne le sait même pas. Mais en tout cas, on préfère quand il y a une sauvegarde parce que ça permet de restaurer évidemment beaucoup plus facilement les données. Quand il n'y a pas cette possibilité, il nous reste deux potentiels sujets. Le premier, ça va être de la récupération de données. Donc, sans rentrer trop dans le détail technique, il y a des sociétés qui se sont spécialisées dans de la récupération de données. Donc, en fait, c'est un mix entre de l'électronique, de la mécanique. C'est beaucoup de travail manuel, d'essayer d'éplucher, on va dire, les données dans les systèmes et de les reconstruire, parce qu'en fait, le pirate, quand il chiffre les données, il ne chiffre pas l'intégralité de la donnée, parce que c'est trop long. Il chiffre que des petits morceaux. Et donc, l'idée, c'est de faire un peu de puzzle pour reconstruire et reconstituer par la suite. Et donc, le deuxième sujet, c'est malheureusement l'éventualité de devoir payer la rançon. Évidemment, c'est un sujet qu'on n'aborde pas. On ne le met pas sous le tapis, mais l'idée, c'est de dire que ce n'est absolument pas le premier sujet auquel il faut réfléchir. Mais malheureusement, on voit bien que parfois, il y a des entreprises qui n'ont aucune solution et qui sont malheureusement contraintes de payer la rançon pour tenter le coup de poker de la dernière chance et d'éventuellement récupérer des choses. Et ensuite se lance effectivement la partie reconstruction du système. Donc là, c'est quelque chose d'un peu plus connu, d'un peu plus normé. L'idée, c'est de tout reconstruire, tout ce qui a été compromis. Donc on reconstruit les réseaux depuis le début, on reconstruit les systèmes, et petit à petit,
on vient récupérer les données qu'on a des sauvegardes ou de la récupération qu'on a faite, et on vient les réinjecter dans le système, et on va réouvrir petit à petit le système sur Internet pour s'assurer que ce qu'on ouvre sur Internet a été corrigé, nettoyé, etc., qu'éventuellement on a mis des couches de sécurité supplémentaires, notamment en termes de surveillance. Je pourrais revenir un peu plus dans le détail parce que j'ai vu qu'il y a eu une ou deux questions et donc on rentrera peut-être dans ce détail tout à l'heure. Les actions juridiques, bon, je ne rentre pas dedans, Benoît en a parlé. Principalement, ça va être le sujet RGPD, déclaration auprès de la CNIL, déclaration auprès des personnes concernées s'il y a des données personnelles qui ont été exfiltrées. Voilà, donc là, on rentre dans des choses beaucoup plus juridiques et réglementaires. Et donc, l'idée de tout ça, c'est d'avoir un ensemble d'équipes qui va travailler en parallèle pour faire avancer la crise. Il y a des actions qui peuvent être parallélisées, d'autres non. Et donc, ça prend du temps et il faut animer tout ça et le mettre, on va dire, en mouvement pour que la crise avance correctement. Alors, que doit faire le client, la victime, en cas d'intrusion? Ce que l'on dit toujours, c'est la préparation, c'est la clé. Okay, c'est-à-dire que quand je fais un parallèle, quand on s'entraîne à faire des exercices incendie, l'objectif, c'est quoi? C'est que le jour où il y a un réel incendie, les gens se comportent exactement de la même manière que quand c'était un exercice, parce que c'est la manière la plus efficace. Et l'idée, c'est de ne pas paniquer. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Donc, on ne réfléchit pas et on le fait. Et ben en fait, c'est exactement la même chose sur une crise cyber. Si on ne s'est pas préparé, il y a un peu de panique. On ne sait pas forcément, on n'a pas toutes les réponses. Et donc, on va perdre du temps. Et malheureusement, là, le temps, c'est nécessairement de l'argent aussi dans ce cas-là, puisque quand l'activité ne tourne pas, on perd de l'argent. Donc, se préparer, c'est la première chose. Et alors, effectivement, nous, on est là pour ça, pour aussi pallier à ce potentiel manque de préparation ou de main-d'œuvre, parce que parfois, des entreprises nous appellent, elles savent ce qu'elles sont en train de subir, elles se sont préparées, mais elles ont besoin d'organiser tout ça et de main-d'œuvre. Mais le minimum, c'est de préparer effectivement les éléments qui sont liés au contact pour avoir rapidement une personne à qui appeler avec les informations administratives à préparer parce qu'on sait très bien que on va vous demander votre numéro de contrat, des choses comme ça. L'idée, c'est de l'avoir. Nous, ce qu'on conseille, c'est d'avoir une espèce de petite fiche réflexe avec un petit truc qu'on imprime parce que évidemment, le jour où il y a un problème, il n'y a peut-être plus de système. On l'imprime et puis voilà, on sait, c'est écrit petit 1, je dois faire ci, petit 2, je dois faire ça, et comme ça, je ne réfléchis pas et j'exécute comme un exercice incendie. Alors, ce qui est important, c'est qu'effectivement, il faut faire une déclaration. Alors, il y a un certain temps à respecter, c'est-à-dire qu'il faut être très réactif. Il ne faut pas attendre en se disant « Ah, je vais essayer de me débrouiller, puis je verrai bien ». Nous, on est là aussi pour aider dès le départ. Plus on prend la crise à la source, plus on va être efficace. Et puis, il y a aussi des compteurs qui se lancent déjà sur la partie déclaration de sinistre. Benoît pourra peut-être compléter s'il y a des points particuliers. Mais également, aujourd'hui, on a la partie réglementaire, notamment la déclaration auprès de la CNIL qui doit être faite dans les 72 heures. Donc ça, c'est aussi une course contre la montre qui se lance. Et donc, je saute tout de suite à la partie réglementation LOPMI. Donc, il y a la loi LOPMI qui est entrée en vigueur là, au mois d'avril, je crois, fin avril, et qui impose aux entreprises pour pouvoir être indemnisées. Je pense que vous connaissez probablement très très bien, voire mieux que moi, cette loi. Et donc, vous avez 72 heures également pour aller déposer plainte, auprès de la gendarmerie, de la police, peu importe, concernant l'incident qui vous est arrivé. Donc ça, c'est pareil. Donc on a beaucoup de courses contre la montre et c'est pour ça qu'il faut bien s'organiser. Le dernier point, c'est le point peut-être plus touchy à préparer, c'est les éléments techniques. Il faut tout de suite être en capacité de comprendre ce qu'on va vous demander comme élément pour pouvoir prendre en charge l'incident. Voilà, donc vous avez écrit certaines informations, je ne vous refais pas toute la liste, mais voilà, l'idée, c'est d'avoir une bonne connaissance de son système et tout de suite d'avoir ces personnes à disposition qui sont capables de répondre à des questions techniques. Benoît, tu voulais intervenir, je crois. Non, merci Thibaut pour le topo. Juste avant qu'on partage quelques retours d'expérience, il y a eu plusieurs questions qui concernent en fait les attaques, des questions plus ou moins techniques. Je pense que ça peut peut-être pas mal de les prendre très maintenant. Bien. Alors, je regarde. Alors, les sauvegardes peuvent-elles être compromises? Oui, en fait, comment ça fonctionne un pirate quand il va se connecter depuis l'extérieur sur un système?
il va arriver sur votre système d'information. C'est comme si c'était un utilisateur. La sauvegarde, ce que l'on dit, c'est qu'il faut avoir une sauvegarde déconnectée. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand elle est déconnectée, par exemple sur bande, ok, c'est un exemple, il y en a plein, et ben en fait, le pirate ne va pas avoir à cet accès qui est déconnecté. En revanche, si la sauvegarde, c'est un disque dur qui est branché derrière un serveur, et ben cette sauvegarde, elle est connectée. Donc quand le pirate va se connecter à votre système, bah, il va la voir et évidemment, il va s'attaquer à la sauvegarde puisqu'il sait très bien que ça va faire très très mal. Donc oui, si elles sont mal faites, elles sont régulièrement compromises. Et d'ailleurs, c'est une très bonne transition sur une autre question qui est combien de temps il faut pour restaurer le système après une cyberattaque? Alors, pour restaurer le système, bah, ça va dépendre de la taille du système. Donc ça, c'est une réponse un peu... c'est pas si évident, mais ça peut prendre plusieurs semaines. Okay, parce qu'en fait, quand on a le cœur du système à reconstruire, déjà, il faut reconstruire tout le réseau. Là, on part du principe qu'on a les sauvegardes. Il faut reconstruire tout le réseau. Il faut reconstruire tous les systèmes, donc tous les serveurs. Et ensuite, il faut réinjecter les données dedans. Et tout ça avec une procédure de sécurité, donc de vérification, de mise à jour et de surveillance. Donc, ça peut prendre... Alors, on travaille un peu en mode dégradé, hein, c'est pas, voilà, mais ça peut prendre plusieurs semaines. Donc là, la réponse est assez variable, mais ça peut prendre quand même pas mal de temps. Et autre question, d'après votre expérience, quel pourcentage de vos clients réussit à récupérer ces données ou à les reconstituer à défaut d'une sauvegarde testée? Alors, on a souvent cette question et avant, je n'arrivais pas à y répondre. Donc maintenant, j'essaie d'avoir des statistiques. Nous, donc on est d'accord qu'on parle de notre expérience à nous, on est autour de 70-80% de réussite. Voilà. Donc c'est plutôt bien, ok, ça évite quand même de payer pas mal de rançons. Voilà, donc on a à peu près ce taux de réussite de récupération. Pour donner peut-être un petit peu de contexte, et puis il y avait une autre question sur faut-il toujours payer une rançon? Ouais, question. Donc peut-être pour partager un peu le point de vue côté assurance et business pour les clients. Les sauvegardes, et c'est vrai qu'il y a plusieurs questions qui tournent autour des sauvegardes, c'est vraiment structurant parce que quand on a des sauvegardes comment dire, en place, fonctionnelles, et que la restauration se passe bien, ça peut aller relativement vite. Encore une fois, comme le disait Thibaut, ça va dépendre de la complexité du SI, on va dire, la complexité de l'attaque et de nombreux autres facteurs. Mais dans les grandes lignes, quand on a une bonne sauvegarde, qu'elle n'est pas compromise et qu'on arrive bien à la restaurer, on arrive assez rapidement à relancer la machine dans une certaine mesure en tout cas. Quand les sauvegardes, il n'y en a pas, ou elles n'étaient pas déconnectées, résultat, le hacker les a cryptées avec le reste, là, ça peut devenir très compliqué, parce qu'en fait, concrètement, je ne vais pas dire qu'il faut repartir d'une feuille blanche, mais parfois, on arrive à trouver des solutions quand même pour récupérer une partie des données malgré le cryptage. Enfin, mais on commence à rentrer dans des situations très compliquées. C'est pour ça que c'est généralement un prérequis de la part de la grande majorité des assureurs aujourd'hui que les entreprises disposent de sauvegardes pour pouvoir être assurées. Moi, le parallèle que je fais souvent par rapport à ça, et pour reprendre, alors non, c'est peut-être pas l'exemple des incendies, mais c'est pas la peine d'installer une alarme quand on n'a même pas de serrure sur sa porte, quoi. Bon, bah là, c'est un peu le même principe. Les sauvegardes, c'est vraiment la base. Et ça rejoint aussi la question sur la rançon, parce que là-dessus, peut-être pour donner un peu un éclairage, et on en parlera plus sur la partie assurance, mais dans les faits, on paye extrêmement rarement la rançon. Parce que le problème de la rançon, c'est que déjà, un, on n'est jamais sûr qu'on va récupérer les données. Deux, quand bien même on les récupère, c'est jamais garanti que les attaquants ou un autre hacker, comme par hasard, reviennent 3 jours après pour tout rebloquer. Et puis troisièmement, en fait, financer les groupes de hackers, c'est pas vraiment une très bonne stratégie. Donc, pour toutes ces raisons, on n'a plutôt aucun intérêt à payer les rançons. Et de fait, on les paye pratiquement jamais parce qu'on préfère toujours résoudre les problèmes à la racine pour que la reconstitution des données et des systèmes soit pérenne,
et qu'elles permettent à l'entreprise de redémarrer son activité dans de bonnes conditions et pas en attendant la prochaine attaque qui va arriver d'une minute à l'autre. Donc, ça, c'est un peu le contexte. Et donc, Thibaut, tu pourras partager, nous, on le voit aussi hein, au niveau de nos chiffres, c'est extrêmement rare en fait qu'on paye une rançon. Généralement, on préfère résoudre les problèmes proprement et les clients aussi. Néanmoins, c'est important de l'avoir dans les garanties, plus d'un point de vue, j'ai envie de dire, commercial et marketing. Parce que du point de vue des clients finaux, d'abord, il peut arriver qu'on soit dans ce dernier recours et dans ces cas-là, bon, ben, c'est normal que ça fasse partie de la couverture assurantielle. Mais surtout, vis-à-vis des entreprises, si la rançon n'est pas inclue dans le produit d'assurance, comme la plupart des attaques sont des attaques par ransomware, ils ont l'impression que c'est un produit qui n'est pas complet, qu'en fait, le jour où ils vont être attaqués, ils ne vont pas être couverts, même si dans les faits, on va couvrir en fait, tous les dommages associés, toute la remédiation et toute la reconstitution. Du coup, il vaut mieux le mettre. Quelque part, ça ne coûte pas cher, parce que en fait, c'est pas une garantie qui est c'est une garantie qui est activée extrêmement rarement, et ça rassure énormément les clients sur le fait qu'ils soient bien assurés. Alors, si je peux compléter sur la rançon, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. Nous, j'en ai parlé très rapidement. Ce que je disais, c'est que ce qu'on explique déjà à une victime, c'est que payer la rançon, ça ne fait pas gagner de temps. Parce que ça, c'est souvent la fausse bonne idée, hein, de dire je paye, comme ça je redémarre rapidement. En fait, non, parce que toutes les étapes de sécurité, c'est exactement les mêmes. Donc, payer la rançon, ça ne fait pas gagner de temps. Ensuite, bon, bah, c'est vrai que quand c'est le dernier recours, nous, on donne les limites à la victime. C'est ce que vient de dire Benoît. On n'est pas sûr de récupérer, c'est très incertain. Enfin, il y a plein de mauvaises raisons de payer la rançon. Maintenant, c'est le choix de la victime. On comprend, ce n'est pas notre entreprise. C'est lui qui potentiellement doit reconstruire toutes ces données et il sait très bien que ça va lui prendre beaucoup de temps. Donc, c'est vrai qu'on les sensibilise sur le fait que c'est une décision qui est stratégique et c'est à eux de la prendre. Et après, s'ils la prennent, on les accompagne sur la partie plus négociation et paiement en elle-même de la rançon, sachant que c'est eux qui sont responsables et qui vont acheter des crypto-monnaies, parce que ça se passe en général en Bitcoin ou autre crypto-monnaie, et qui vont faire le versement. Voilà avec une petite nuance, ou en tout cas un élément de contexte important sur la partie assurance et qui rejoint une question très pertinente qui est le fait d'assurer la rançon n'incite-t-elle pas la victime à payer? Donc évidemment, à partir du moment où c'est pas la victime qui paye, elle a tout intérêt, enfin en tout cas, elle n'a pas grand-chose à perdre à payer la rançon. Sauf que, bah, évidemment, pour se protéger contre ça, et dans une logique de gestion optimale des incidents, en fait, c'est les assureurs, et donc en ce qui nous concerne, c'est nous, qui décidons si on paye la rançon ou pas. Donc en fait, dans le cas, en tout cas, si on couvre le paiement de la rançon ou pas. Donc évidemment, l'assuré, il peut la payer, il fait ce qu'il veut, mais nous, on a on va dire, un pouvoir de décision sur est-ce qu'on la rembourse ou pas. Et donc l'idée par rapport à ça, c'est justement de ne pas se retrouver dans ces situations où en fait l'assuré la paye parce que c'est pas lui qui la paye et que quelque part il a rien à perdre du coup. Nous, on a plus une approche quelle est la stratégie optimale pour minimiser le coût engendré par l'attaque. Et quand je dis le coût, c'est pas le coût pour nous, c'est le coût pour le client parce qu'en fait, c'est le coût global parce que finalement on a tout intérêt à faire en sorte que la boîte, les systèmes soient reconstitués les plus vite possible. On a tout intérêt à limiter le risque que la boîte se refasse attaquer derrière. Donc, les intérêts sont alignés hein, quelque part. Bon, j'enchaîne parce que du coup, je vois que le temps passe, mais on a pris de l'avance sur les questions. Rapidement, avant de rentrer dans les retours d'expérience, on a fait un petit quiz. Alors, on fait rapide, c'est à peu près 20-30 secondes. L'idée, c'est de lancer un peu le retour d'expérience. Donc, vous le voyez, quelle est la durée moyenne d'une interruption complète des activités suite à une attaque par ransomware avec plusieurs propositions. Donc, je vais évidemment essayer de donner un peu de réponses après. On sait hein, que la course contre la montre est vraiment lancée dès le début parce qu'au tout début, ce que je disais, la première préconisation, c'est d'isoler son système pour comprendre ce qui s'est passé. Et ce temps-là, avant de commencer à reconstruire, c'est ce qu'on appelle l'arrêt total de l'activité, bah, il est très important. Pourquoi? Parce que c'est là où la victime va devoir communiquer parce que tout le monde voit bien qu'il est complètement arrêté et qu'il y a vraiment un problème. Donc, bah, voilà, c'est vraiment ce temps-là. Parfois même,
les communications sont bloquées. Alors, en fonction de comment est organisé votre système d'information, si vous utilisez par exemple Office 365 avec un hébergement sur des serveurs chez vous, eh ben, le pirate a pu aussi attaquer cette partie-là et donc bloquer toutes les communications. Ça veut dire plus de mail, plus de téléphone, plus rien du tout. Et donc, c'est très compliqué. Avant de donner la réponse, on va couper dans quelques secondes. Je tiens à préciser que c'est une entre guillemets statistique qui vient de chez nous, d'accord, de chez InQuest. Donc c'est pas forcément, enfin je pense pas qu'il y ait une statistique très officielle là-dessus. C'est plus une constatation qui nous est propre. Voilà, je pense qu'on peut arrêter. Je vois que ça défile encore, mais l'idée c'est de ne pas perdre plus de temps. Donc j'arrête le vote. Voilà, partager les résultats. Alors je vois qu'il y a une majorité de personnes qui ont répondu 3 jours. En réalité, c'est plutôt autour de 7 jours. D'accord, c'est un petit peu plus que ça. Donc, je sais que ça fait souvent un choc en fait quand on annonce un peu ce chiffre, même à une victime en lui disant, bah voilà, à partir de maintenant, il y a une moyenne de 7 jours où vous êtes arrêté totalement. Mais en fait, le temps de comprendre la situation, de commencer les investigations et de commencer à relancer la machine, une fois qu'on a compris, et ben en fait, très vite, le temps passe. Dans 7 jours, il y a forcément un week-end déjà. Donc voilà, ça enchaîne très très vite et c'est malheureusement la statistique que l'on voit. Voilà. Alors ça reste une moyenne, hein, ça peut être moins, ça peut être plus, bien entendu. Alors je ne sais plus comment on remet les slides. Je ne sais pas, Benoît, si tu as le... Ouais, si, pardon, c'est bon. Il y a un bouton. Pas moi qui avais la main. Non, c'est bon. Okay. Retour d'expérience. N'hésitez pas à poser des questions. Je vais essayer d'accélérer un tout petit peu parce que je vois que le temps est passé vite. Donc, un premier retour d'expérience ransomware, on en a pas mal parlé. Donc là, la société qu'on a pris en exemple, c'est une PME dans le secteur de la logistique. Il y a eu pas mal de victimes, il y en a encore toujours pas mal dans le secteur de la logistique. En plus, c'est un blocage important parce qu'en général, en logistique, si on arrête les systèmes, si par exemple on a des camions qui voyagent, tout de suite on a du mal à savoir où est-ce qu'ils doivent aller, quelles marchandises, etc. Donc en gros, ça bloque toute l'activité d'un coup. Donc c'est assez impactant. Le mode opératoire du pirate, c'est quoi? Il s'introduit dans le système via ce qu'on appelle un accès distant. Donc les accès distants, c'est quoi? C'est les systèmes que vous mettez, par exemple, il y a du télétravail aujourd'hui quasiment pour toutes les entreprises qui peuvent le faire. Et donc, pour permettre aux collaborateurs de se connecter à distance sur les applications, on met en place des accès distants. Ça peut être aussi des prestataires qui se connectent au système pour faire de l'administration. Et donc, le pirate a récupéré une connexion à un accès distant. Il a acheté un mot de passe qui avait fuité. Donc, ça devait être une personne qui est tombée dans le piège d'un phishing que vous devez connaître. Donc, ces fameux mails avec un petit lien, vous pensez vous connecter à votre compte La Poste et puis en fait, vous envoyez votre mot de passe dans la nature et donc les pirates récupèrent comme ça des mots de passe qu'ils utilisent après dans leurs attaques. Donc, il se connecte sur le système. À partir du moment où il est connecté au système, il est connecté comme un administrateur. Il peut faire ce qu'il veut. Et donc là, pendant une dizaine de jours, il va se balader sur le système et il va récupérer toutes les informations et les connexions qui lui permettent d'avoir un contrôle total sur le système sans être vu. Okay, c'est-à-dire qu'il se balade comme si c'était un utilisateur normal. Il essaie de comprendre comment est fait le système. Il va essayer de trouver les sauvegardes, toutes les données, etc., etc. Et ensuite, quand il est sûr de son coup, il va déployer son attaque, c'est-à-dire qu'il va désactiver les systèmes de protection, les antivirus, vu qu'il a un accès d'administration et il peut le faire. Et il va chiffrer les données. Et potentiellement, alors ce n'était pas le cas dans ce cas-là, il va exfiltrer une partie des données pour mettre une double pression à sa victime pour payer la rançon. La conséquence, in fine, de cette attaque, c'est quoi? C'est un arrêt de la production totale pendant 5 jours. Okay, ensuite, le système a été totalement bloqué, on a dû tout arrêter, le système était complètement compromis, coupure d'Internet. Et après ces 5 jours, il y a eu un travail en dégradé pendant 25 jours, c'est-à-dire qu'on a réussi à reprendre un peu de logistique, papier, crayon, ou avec quelques bouts de système qu'on a pu récupérer. Mais il y a eu donc au total 1 mois très compliqué d'un point de vue opérationnel, avec un arrêt total de 5 jours. Perte d'activité autour de 5 millions. Donc ça va très très vite. Bon, ça c'est entre guillemets assez facile à calculer par rapport au chiffre d'affaires. Comment on a répondu comment on a répondu en termes de déploiement d'organisation pour répondre à ce cas? On a fait des investigations sur le mode opératoire. On a retrouvé le patient zéro. Donc là, je vous l'ai expliqué juste avant. Accès distant, achat d'un mot de passe.
On a éliminé toute trace de passage du pirate parce qu'évidemment, il déploie des outils, des outils malveillants pour essayer d'avoir la main fortement sur le système. Donc, on a tout nettoyé, alors en faisant des restaurations en l'occurrence. On a changé tous les mots de passe de tous les systèmes, de tous les utilisateurs, administrateurs, utilisateurs, et on a fait la mise à jour de tous les systèmes, notamment sur la partie accès distant, qui était assez vulnérable. On a préconisé une solution beaucoup plus robuste de ce moyen de connexion qui est très répandu. Évidemment, alors ça date d'avant la loi LOCMI, donc je ne parle pas forcément, voilà, mais il y a eu une déclaration auprès de la CNIL qui a été faite. Voilà pour le premier cas. J'enchaîne rapidement. Le deuxième cas, Thibaut, c'est le deuxième, si tu peux vraiment le prévoir en 30 secondes pour qu'on ait le temps de parler parfait, 30 de la secondes. partie assurantielle. Je vous donne juste le contexte. On a parlé pas mal de fraudes. Ce qu'on croise beaucoup, c'est ce qu'on appelle la fraude au RIB. Je vous laisserai le lire. De toute façon, je pense que vous aurez les slides. Ce qui se passe beaucoup aujourd'hui, c'est des entreprises qui échangent des données bancaires avec des clients pour être payés. Ils échangent par mail des RIB et en fait, les pirates prennent la main sur la boîte mail et renvoient un mail en changeant le RIB pour être payé. Okay, c'est ce qu'on appelle, nous, la fraude au RIB. Il y a énormément de cas de fraude. Là, c'est ce qui s'est passé. Et puis, bah, voilà, là, c'était en l'occurrence une fraude de 55 000 euros. Je vous laisserai regarder un peu le détail. Je te laisse la main. Merci Thibaut. Je commence juste par répondre rapidement à quelques questions qui ont été posées, notamment sur le délai pour notifier l'attaque aux autorités, avec les 70 heures pour 72 heures pour déposer la plainte, 48 heures pour qualifier l'attaque. En fait, il faut savoir que les 72 heures, c'est une fois que l'attaque a été qualifiée. Donc en fait, on sait que c'est une cyberattaque, etc. À partir de là, c'est pas un sujet surtout quand on est bien accompagné pour aller déposer la plainte, c'est pas un dossier qui fait 15 pages, c'est juste ouvrir le dossier pour que ce soit noté. Et ensuite, sur le temps pour réagir, à partir du moment où on se rend compte, évidemment, ça va dépendre des typologies d'attaques, etc. Mais quand on s'est pris un ransomware, on met pas 48 heures à s'en rendre compte, on met plutôt 48 secondes, voire 48 millisecondes en fait. Et à partir de là, la prio 1 de la boîte, de toute manière, c'est résoudre le problème. Donc en fait, là-dessus, en général, le temps moyen entre le moment où l'attaque a lieu et le moment où on est notifié et la remédiation démarre, on est plutôt sur 48 secondes que 48 heures. En gros, c'est le temps de retrouver le numéro de téléphone. Si vous l'avez pas, le temps d'appeler le temps que l'entreprise appelle pour trouver soit sur Internet, soit avec vous qui l'accompagnez, enfin, et c'est parti, quoi. Et donc, pourquoi Précision rapide l'assurance? juste sur la loi LOPMI, c'est à constatation de l'incident. C'est-à-dire que par exemple, pour le cas d'une fraude, on peut s'être fait voler de l'argent 3 jours avant et s'en rendre compte que 3 jours après, mais on précise que c'est constatation. Je vais donner sur la partie 72 heures de la loi LOPMI. C'est ça. Le terme est Donc important. ensuite, pourquoi l'assurance est pertinente pour vos clients? C'est très simple. Je pense que sans revenir sur tout ce qu'on a dit jusque-là, en fait, c'est totalement déstabilisant pour l'entreprise. Tout s'arrête et ça engendre des coûts et des dommages considérables. C'est la raison d'être de l'assurance, finalement, de couvrir les entreprises contre ce type de risque. Donc, il y a finalement peu de risques qui se prêtent aussi bien, qui est aussi pertinent pour une logique assurantielle, dans la mesure où ça a peu de chances d'arriver, mais si ça arrive, c'est dramatique. En quelques mots, pour expliquer l'approche qu'on a chez Datac notamment, ce qui est intéressant avec le risque cyber, c'est que c'est un risque technologique, et donc il se prête assez bien à une réponse technologique. Nous, on va du coup s'appuyer sur plusieurs éléments tech pour accompagner les clients. On va en continu analyser de la même manière que ce que ferait un hacker finalement, ce que font les hackers. On va analyser leur système d'information pour envoyer des alertes dès qu'on va identifier des nouvelles vulnérabilités. On va aussi mettre à disposition des clients des outils qui vont leur permettre de diminuer leurs risques, typiquement un outil de sensibilisation au phishing. Donc en fait, vous avez la main dessus et puis ça vous permet de lancer des campagnes de phishing pour les clients. On met aussi à votre disposition, pour que vous le partagiez avec les clients, des diagnostics automatisés pour les aider à déterminer leur roadmap en cybersécurité.
Et puis voilà, j'aurais dû commencer par ça, mais ça va de soi. Garantir, en fait, couvrir l'ensemble des dommages dont on a parlé jusque-là, qui peuvent résulter d'une cyberattaque. Peut-être pour expliquer rapidement, juste je vois le temps qui passe. Donc voilà, on a parlé de l'outil de scan qui permet d'envoyer des alertes quand il y a des vulnérabilités détectées, le simulateur de phishing, l'audit qu'on met à disposition des entreprises. Je passe rapidement pour... je vois l'heure qui tourne vite. Concrètement, d'autres points qui peuvent être intéressants pour vous. Donc je rentre pas trop dans le détail du scan technique. L'extranet courtier, ça c'est important. On a une plateforme. Nous, l'enjeu, c'est vraiment que ce soit le plus simple pour vous d'accompagner vos clients. On sait que vous n'êtes pas des experts en cybersécurité. Et donc, l'idée, c'est de vraiment vous accompagner là-dessus pour en fait vous donner toutes les clés en main pour accompagner vos clients et les sensibiliser. Donc, on a le rapport de scan pour vous aider à faire en sorte que vos clients prennent conscience du risque. Pas mal d'outils on va dire, d'avant-vente, de sensibilisation avec des données, du contenu, etc. Et puis, le but, c'est qu'en fait, vous puissiez très facilement obtenir un devis, générer un contrat, tout est digital. Ça ne peut pas être plus automatisé, on va dire, pour que tout simplement vous puissiez le faire en y passant le moins de temps possible et avec la meilleure réactivité. Donc nous, on est vraiment spécialisé sur ce risque. L'idée, c'est de vous accompagner pour développer au mieux cette branche de votre business. Et puis je vois, il y a plusieurs questions effectivement sur certains secteurs. Il y a plusieurs questions notamment sur le tourisme. Donc peut-être pour en parler concrètement. C'est un secteur qui est assez exposé à plusieurs titres. Évidemment, ça va dépendre au sein du secteur du tourisme. Il y a plein d'entreprises. Mais bon, concrètement, il y a beaucoup de données. Typiquement, si on prend les business comme des agences de voyage ou des acteurs dans l'événementiel ou tout ce qui est hôtellerie, etc., il y a beaucoup de flux financiers. Il y a beaucoup de données clients, de cartes bleues, etc. Donc, tout ça, en fait, les hackers aiment bien. Et puis, de manière générale, c'est quand même aujourd'hui un secteur qui est très dépendant du SI pour son activité. Et donc, plus les boîtes sont dépendantes de leur SI et plus, en fait, elles sont à risque parce que le jour où il y a une attaque cyber, les impacts sont dévastateurs. Donc, là-dessus, c'est vrai que nous, on en voit un certain nombre. Et c'est un secteur qui, typiquement, il y a beaucoup d'hôtels, etc., qui est assez sensibilisé parce qu'il y a beaucoup d'attaques. Ouais, il y a beaucoup de données personnelles aussi qui sont traitées. Tu prends l'exemple très juste des hôtels, on en a eu effectivement pas mal, et en fait, ils traitent beaucoup de données personnelles, données bancaires, etc. Donc et de gens étrangers. Donc c'est assez complexe aussi d'un point de vue réglementaire. Alors, une autre question très pertinente, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que peuvent beaucoup poser les clients. Est-ce que c'est intéressant d'assurer un client s'il a juste un site vitrine? Alors, là-dessus, la réponse, je dirais, c'est ça dépend. C'est sûr qu'un site vitrine en soi, il n'y a pas forcément un impact business très important. Je veux dire, si jamais le site vitrine, il fonctionne plus ou il est remplacé par une tête de mort, bon, c'est sûr que d'un point de vue image et réputation pour le client, c'est pas terrible, mais néanmoins, ça va pas forcément l'empêcher de travailler. Et donc, c'est là, il y a un grand si, parce que certes, le site internet peut être un site vitrine, c'est pas pour ça que le client, il n'a pas des systèmes d'information Interne. qui lui permettent de faire fonctionner son business. Je sais pas, moi, on va prendre par exemple l'exemple d'une PME industrielle ou une ETI industrielle, peu importe. Bon, qui a priori ne vend pas sur Internet, peut-être même qu'il n'a même pas d'extranet pour ses clients ou ses fournisseurs. Donc son site Internet, ça va effectivement juste être un site vitrine, l'entreprise machin chouette, fondée en telle année, dans telle ville, voilà ce qu'on fait, quoi. Mais en soi, le site sert à rien. Donc, c'est sûr que le site vitrine, c'est pas un asset stratégique. Par contre, toute la chaîne de prod qui est derrière, elle est pilotée par son SI.
Donc, en fait, le jour où le client se fait attaquer, bon, bah, certes, le site va arrêter de fonctionner, pas très grave. La chaîne de prod va arrêter de fonctionner, ça, c'est plus embêtant. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment par rapport à ça, et ça peut être une réaction ou un retour de vos clients, des prospects. L'idée, c'est de bien comprendre finalement qu'est-ce qui est, comment dire, quels impacts peuvent avoir l'arrêt du SI. Franchement, aujourd'hui, à part certaines entreprises bien spécifiques dans certains secteurs, il y a peu d'entreprises qui ne sont pas significativement impactées le jour où leur système d'information ne fonctionne plus. Donc, comme ça, a priori, je dirais que peu importe si le site est un site de e-commerce ou un site vitrine, à partir du moment où le SI pilote la boîte, ou en tout cas le SI est structurant dans le pilotage de l'activité et des opérations, bah, il a besoin d'être assuré parce qu'il va se prendre la même perte d'exploitation, remédiation, reconstitution, etc. Alors là, il y a une question sur combien de temps pour obtenir un devis. Avec notre plateforme en ligne, vous pouvez automatiquement obtenir un devis en moins de 2 minutes pour la grande majorité des secteurs, des entreprises, etc. Et donc, juste pour vous expliquer tout le contexte, quand le risque devient plus important parce qu'on est sur des tailles d'entreprises importantes, des secteurs très exposés, etc., là, ça peut prendre plutôt 24 heures que 2 minutes parce qu'il est nécessaire de faire une analyse beaucoup plus approfondie du risque de l'entreprise. Mais pour 99% des secteurs et des PME, c'est moins de 2 minutes. Il y avait une question qu'on a oubliée rapidement sur à quoi sert réellement Signal Spam. En fait, l'idée, c'est de bloquer. Donc, quand on reçoit un appel ou des SMS qu'on estime être du spam, on les bloque pour ne plus recevoir déjà leurs messages. Et il y a un système central qui les récupère. Donc, l'idée, c'est de limiter l'utilisation par ces types de numéros. Voilà. Après, malheureusement, les pirates peuvent très facilement changer de numéro et de technologie et de moyens d'approche. Donc, c'est utile, mais malheureusement, ça les freine que très peu. Voilà. Alors, une question, qu'est-ce qui va différencier d'attaque de AIG ou Wiscox? Donc, c'est une bonne question. Ce qui va nous différencier, il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord tout l'aspect technologie. Donc, nous, on va s'appuyer sur la technologie. On parlait c'est vrai on est passé rapidement dessus, mais le scan cyber qu'on met à disposition, qu'on met à votre disposition. En fait, on va automatiquement, quand vous lancez une demande de devis pour un client, on va automatiquement faire comme ferait un hacker, scanner tout le système d'information du client, tout ce qu'on peut détecter sur Internet, etc., pour mettre à votre disposition un rapport avec l'ensemble des vulnérabilités qu'on a détectées et qui pourraient être utilisées par des hackers. Ça, d'abord, les clients apprécient beaucoup parce que ça les aide à mieux se protéger, à diminuer leurs risques. Et puis, ça vous aide à les sensibiliser. Donc, l'idée, c'est que comme ça, vous pouvez attirer leur attention sur des éventuelles portes que pourraient utiliser les hackers. Ensuite, cette technologie, on va continuer à scanner les SI des entreprises tout au long de la vie de la police et on va vous envoyer une alerte dès qu'on va détecter une nouvelle vulnérabilité critique. Ça permettra au client de la corriger et donc de diminuer son risque. Ça, c'est vraiment une valeur ajoutée par rapport à ce que font les assureurs traditionnels. Avec en plus de cette solution de scan propriétaire, les autres outils, comme le simulateur de phishing par exemple, on va vous permettre en fait de lancer des campagnes de sensibilisation de phishing pour vos clients. Et puis la solution d'audit. En fait, ça prend la forme d'un outil que vous pouvez mettre à disposition des clients et qui va leur renvoyer un état des lieux de leur niveau de cybersécurité avec une roadmap priorisée, des recommandations, une base de connaissances associée, etc. Donc, il y a vraiment ces éléments structurants au niveau du produit.
Notre plateforme aussi, on a vraiment travaillé à optimiser l'expérience qu'on met à l'expérience qu'on propose à nos partenaires courtiers pour que ce soit le plus simple possible de souscrire des affaires et puis de gérer votre portefeuille cyber. Et donc, c'est vrai que là-dessus, on a des retours qui sont très positifs de la part de nos partenaires sur on va dire, la valeur qu'on apporte, que ce soit en termes de produit pour le client, simplicité pour vous, et puis outils d'aide à la vente. Alors, il est déjà 10h30, donc malheureusement, on ne va pas pouvoir continuer à répondre à toutes les questions. Par contre, on pourra sans problème y répondre par email. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on note bien là toutes les questions qu'on n'a pas, qu'on n'a pas pu aborder pour vous répondre directement. Eh ben, merci à tous pour votre attention. Ravi d'avoir pu partager ces retours d'expérience et notre vision du risque cyber. Et puis l'équipe data qui est à votre disposition pour échanger plus en détail si vous avez des questions ou si on peut vous accompagner. Merci, bonne journée à tous. Merci Thibaut. Merci, au revoir.